Et si le premier contact avec une civilisation extraterrestre ne passait pas par les armes mais par les mots? Dans l'histoire du cinéma de science-fiction, rares sont les films qui remplacent le fracas des explosions par le silence de la réflexion. Premier contact, film réalisé par Denis Villeneuve, est adapté de la nouvelle L'histoire de ta vie de Ted Chiang. Sorti en 2016, il commence par un événement qui bouleverse le monde. 12 mystérieux vaisseaux extraterrestres apparaissent simultanément en différents points de la planète. Face à cette intrusion inattendue, les gouvernements se mobilisent dans un climat de peur et de suspicion. Au cœur de l'intrigue, le docteur Louis Banks, linguiste expérimenté, est recruté par l'armée américaine pour établir un contact avec ces êtres venus d'ailleurs et tenter de comprendre leurs intentions. Une héroïne linguistique plutôt qu'une héroïne guerrière. Contrairement aux attentes traditionnelles du genre, où l'action se focalise sur des combats, des attaques ou des défenses planétaires, Premier Contact replace au centre de l'histoire le langage et l'acte de traduction. Ici, ce n'est pas une bataille armée qui va déterminer le sort de l'humanité, mais la capacité à communiquer et à comprendre. Le docteur Louise Banks n'est pas une commandante, une pilote ou une militaire. Elle est linguiste, une exploratrice des mots et des sens, ce qui rapproche son rôle de celui d'un Champollion de l'espace, déchiffrant des formes nouvelles de communication plutôt que des éclats de bataille. Ce choix narratif installe d'emblée une dynamique unique. Au lieu de faire des extraterrestres des ennemis à abattre, le film met en lumière un combat intellectuel et humain, celui du dialogue. Dans Premier Contact, le langage ne se présente pas uniquement comme un mystère à déchiffrer chez les extraterrestres, mais surtout comme un miroir des divisions profondes qui traversent l'humanité. Louise Banks ne voit pas le langage simplement comme une série de signes à traduire, mais comme le fondement même de toute civilisation, ce qui la lie un véritable ciment social. Cette conviction découle d'une intuition forte. Là où les mots permettent la construction d'un monde commun, ils peuvent aussi devenir la première arme brandie dans un conflit, capable de diviser autant qu'ils peuvent relier. Cette tension apparaît immédiatement dans la relation entre Louise et Ian Donnelly, le physicien qui l'accompagne. Alors que Ian incarne la tradition scientifique qui considère le langage comme un instrument de transmission d'informations, une logique unidirectionnelle visant avant tout à obtenir des réponses, Louise propose une approche où la communication ne peut exister sans un partage réciproque de sens. Leur débat illustre parfaitement ce que C.P. Snow appelait autrefois la fracture entre les deux cultures. D'un côté, la science dite dure, qui veut des résultats rapides et quantifiables, de l'autre, une vision plus humaine et linguistique du monde. Dans ce film, les figures militaires incarnent une vision de la communication profondément conditionnée par les impératifs de défense et de sécurité nationale. Face à l'apparition soudaine des aliens, les heptapodes, leur premier réflexe n'est pas la compréhension mais l'anticipation d'une menace existentielle. Le langage, dans ce cadre, n'est jamais neutre. Il devient un outil stratégique, destiné à évaluer le danger, à prévoir une attaque ou à justifier une réponse armée. Cette posture influence radicalement la manière dont les extraterrestres sont perçus, non pas comme des interlocuteurs possibles, mais comme des adversaires potentiels. Le colonel Weber, représentant de l'armée américaine, cristallise cette urgence sécuritaire. C'est lui qui recrute Louise Banks et Ian Donnelly, non par intérêt pour la linguistique ou la science en tant que telle, mais parce qu'il lui faut des réponses rapides. Dès leurs premières interactions, Weber exerce une forte pression sur Louise, estimant qu'elle n'avance pas assez vite et que chaque minute perdue constitue un risque pour la sécurité nationale. Cette impatience est nourrie par une peur profonde, celle que les heptapodes, dotés d'une intelligence technologiquement supérieure, puissent anéantir l'humanité. Louise tente alors de rappeler les dangers d'une traduction précipitée, mais Weber oppose à cet avertissement l'histoire tragique des peuples aborigènes, presque exterminés par une civilisation plus avancée, révélant ainsi une vision du monde où la survie justifie la précipitation. I can sell that for now. And remember what happened to the Aborigines? A more advanced race nearly wiped them out. Cette logique atteint son paroxysme avec le général Chang, dirigeant de la Chine et figure centrale de l'équilibre géopolitique mondial. Son approche du langage extraterrestre est tout aussi problématique. Il tente de comprendre les heptapodes à travers le prisme du mahjong, un jeu profondément ancré dans la culture chinoise. Si cette méthode peut sembler inventive, elle traduit une vision du monde fondée sur la compétition, les stratégies, les gagnants et les perdants. Louise et Weber perçoivent immédiatement le danger d'une telle approche. Enseigner aux extraterrestres un vocabulaire lié au jeu, comme les notions d'opposition, de victoire ou de défaite, revient à leur proposer une lecture du monde structurée par le conflit. Si le monde devient un plateau de jeu, alors toute interaction implique nécessairement un vainqueur et un perdant, ce qui rend la guerre presque inévitable. À travers Chang, le film montre comment une vision militaire du langage peut, paradoxalement, provoquer le conflit qu'elle cherche précisément à éviter.
Mais les obstacles à la communication ne proviennent pas uniquement des différences linguistiques entre humains et extraterrestres, mais aussi de la manière dont l'information circule au sein des sociétés humaines elles-mêmes. Le film met en lumière le rôle profondément néfaste des médias publics et des discours propagandistes, qui transforment une situation déjà instable en un climat de panique généralisé. Télévision, radio, internet, réseaux numériques et même simples appels téléphoniques saturent l'espace public d'images et de messages anxiogènes. L'information n'y est plus transmise de façon neutre. Elle est mêlée au divertissement, au sensationnalisme et à la recherche d'audience, produisant ce que l'on peut qualifier de véritable langage manipulateur. Ces discours médiatiques ne cherchent pas à clarifier la situation, mais à capter l'attention, quitte à simplifier, à exagérer ou à déformer les faits. Cette confusion permanente exerce une pression considérable sur les autorités militaires et sur l'équipe chargée de la traduction. Les médias alimentent l'urgence, réclament des réponses immédiates et imposent un rythme incompatible avec la lenteur nécessaire à une communication linguistique rigoureuse. En amplifiant les peurs collectives, ils participent directement à la détérioration du dialogue entre les nations et à l'érosion de toute tentative de coopération globale. Le langage médiatique devient alors un facteur de désorganisation, voire de violence symbolique, qui parasite le travail patient de Louise Banks. Les conséquences de cette dérive sont particulièrement visibles dans l'un des moments les plus critiques du film. L'attentat perpétré par un groupe de soldats contre la coque du vaisseau extraterrestre. Influencés par des discours alarmistes et par des sources d'informations non vérifiées auxquelles ils ont librement accès via leur appareil électronique, ces soldats passent à l'acte de manière irresponsable. Cette explosion illustre de façon brutale le pouvoir destructeur des récits médiatiques hyperboliques, capables de transformer la peur en action violente. Le film suggère ainsi que le danger ne réside pas seulement dans ce qui est dit, mais dans la manière dont c'est dit, relayé, interprété. On rembobine. Au terme de Premier Contact, il apparaît clairement que la question centrale du film n'est ni l'invasion extraterrestre, ni le premier contact en lui-même, mais la manière dont les humains interprètent, traduisent et donnent un sens à l'inconnu. À travers le personnage de Louise Banks, Denis Villeneuve met en scène une approche de la traduction qui relève pleinement de l'herméneutique. Traduire ne consiste plus à établir une correspondance mécanique entre les signes, mais à engager un processus profondément humain de compréhension, capable d'élargir les limites de la pensée et de transformer notre rapport au monde. Tout au long du film, Louise incarne cette démarche par une série d'attitudes fondamentales. Elle fait preuve d'une réflexion autocritique constante, remettant en question ses propres hypothèses et sa légitimité à traduire un langage radicalement autre. Elle s'ouvre à un apprentissage permanent, acceptant le risque et l'incertitude, notamment lorsqu'elle retire sa combinaison de protection pour se rendre visible aux heptapodes. Cette ouverture lui permet d'intégrer progressivement de nouvelles données cognitives, jusqu'à atteindre une compréhension globale du langage extraterrestre qui ne passe plus par des outils techniques, mais par une transformation intérieure de sa perception. À cela s'ajoute le courage de la créativité linguistique. Louise ose inventer de nouvelles méthodes de communication, exploiter la dimension visuelle du langage heptapode et participer à la création d'un dictionnaire inédit, là où les cadres traditionnels échouent. Mais c'est surtout son empathie qui constitue le cœur de son travail de traductrice. Consciente du danger que représente l'interprétation erronée de la phrase « offer weapon », elle refuse de laisser ce message être instrumentalisé par les logiques militaires ou médiatiques, quitte à risquer sa propre vie pour en clarifier le sens. Premier Contact propose une vision radicalement nouvelle de la science-fiction. Un monde où le salut de l'humanité ne dépend ni de la supériorité technologique ni de la puissance militaire, mais de notre capacité à écouter, interpréter et faire preuve d'empathie. Le film nous rappelle que le langage n'est pas seulement un outil de communication, mais une manière d'être au monde, et que comprendre l'autre, qu'il soit humain ou extraterrestre, est peut-être l'acte le plus courageux qui soit.